Est-ce que la fidélité dans une adaptation, c'est un défaut? Dans la majeure partie du temps, on a toujours eu des adaptations de jeux vidéo plutôt catastrophiques. Entre Mortal Kombat, Street Fighter et sans oublier le film Mario Bros de 93, qui ont tous essayé de retranscrire l'histoire et l'atmosphère d'un jeu sans vraiment comprendre son essence. Mais depuis quelques années, on a quand même quelques œuvres qui ont su se démarquer. Détective Pikachu, avec son parti pris décomplexé d'adapter un opus obscur de la licence tout en transcendant l'univers. Sonic et son aspect cartoonesque fidèle et original, ou encore Warcraft qui nous plonge dans les contrées d'Azeroth. Oui, quoi qu'on en dise, je trouve que c'est un film bien sous-estimé, et une adaptation plus que correcte. Aujourd'hui, on a l'exemple d'une série qui se veut très fidèle au matériel d'origine, tout en essayant d'explorer de nouveaux points de vue. Mais ça a posé problème à pas mal de personnes. En soi, pourquoi ce serait un défaut? Sans doute suis-je biaisé par mon amour pour la saga, mais adapter un jeu qui se veut très cinématographique, c'est vraiment compliqué. Alors pourquoi ici, ça a marché? L'annonce de ce projet m'a autant emballé qu'il m'a effrayé. La question de l'intérêt d'une telle adaptation s'est posée, car The Last of Us est un jeu linéaire, une expérience cinématographique très scénarisée, qui implique le joueur dans son histoire, et qui met en priorité les relations humaines par rapport au gameplay. Enfin, pas autant qu'un jeu comme Heavy Rain. Il y a deux problèmes quand on veut adapter un jeu vidéo. Doit-on adapter l'histoire en elle-même ou l'univers? Et comment adapter le gameplay dans un médium différent? Intégrer des codes de jeux vidéo dans un film tiers, ça existe. On peut citer Free Guy, Edge of Tomorrow ou Scott Pilgrim, qui prennent en compte tous les codes liés aux jeux vidéo. Mais dans le cas d'une adaptation, c'est plus complexe, car chaque médium a ses propres codes et ne sont pas forcément compatibles dans le processus de transposition. Dans un jeu vidéo, nous sommes acteurs, alors qu'au cinéma, nous sommes spectateurs, actifs et passifs. Non, arrête ça. Dans un jeu vidéo, on contrôle un personnage. On incarne son parcours pendant plusieurs heures, de manière linéaire ou ouverte, tout en étant guidé par les règles du gameplay. Au cinéma, on est guidé par une histoire, en se laissant porter par des personnages. L'empathie est ainsi différente. Sauf que depuis la démocratisation de la 3D, de plus en plus de jeux ont adopté un point de vue narratif. De Max Payne à Half-Life en passant par The Last of Us. Une évolution notable, pas forcément acceptée par tous les joueurs, mais qui démontre encore plus que le jeu vidéo est un art à part entière. Mais donc, quand on passe d'un jeu vidéo à un film ou à une série, c'est quoi le meilleur choix à faire? Perso, je préfère qu'on adapte l'univers et ses codes, pour justement dissocier le jeu vidéo du cinéma. Ça permet également d'embarquer à la fois les spectateurs non avertis et ceux ayant joué au jeu. Par exemple, adapter Resident Evil via le prisme d'une autre héroïne avec comme point central Umbrella est une bonne idée, sur le papier. Parce que ce sont des gros nanars. Des énormes nanars! Parce qu'adapter un personnage de jeu vidéo, c'est prendre le risque de changer sa personnalité et d'aller à l'encontre de ce qui fait l'âme du jeu. Uncharted par exemple, c'est la personnalité de Nathan qui fait une majeure partie de l'identité de la série. D'où le fait que je n'ai pas trouvé l'interprétation de Tom Holland très réussie, ni le film dans sa globalité. Mais pour revenir à The Last of Us, vu que le jeu repose énormément sur son duo Ellie et Joel, leurs personnages sont tellement identifiés, ancrés dans le jeu, qu'on ne peut pas adapter seulement l'univers. Faire une série The Last of Us sans avoir les deux héros principaux serait presque un contresens. Sinon ce serait juste The Walking Dead. Mais The Last of Us, ça parle pas de zombies. Oui, je sais, mais t'as compris l'idée. Il faut se dire surtout qu'adapter le jeu en série, c'est aussi permettre à un plus grand public de découvrir l'univers. Car oui, la série ne se destine pas qu'aux joueurs, mais au plus grand nombre. Mes parents n'ont et ne joueront jamais au jeu, mais ils ont regardé la série et ils ont adoré. La série offre ainsi une accessibilité en plus. Mais pour les joueurs, qu'est-ce que la série pouvait apporter? Quand on joue à The Last of Us, on incarne Joel et Ellie tout du long. On suit donc leur histoire que de leur point de vue, à différentes périodes. Faire une série permet d'adopter d'autres points de vue. Les origines de la pandémie, les 20 ans avant le début de l'histoire, le point de vue d'autres personnages. Cela permet de densifier l'univers et de mieux comprendre les enjeux. Ce qu'elle peut apporter aussi, c'est une autre manière de retranscrire les scènes. Malgré une énorme fidélité, le jeu d'acteur sera différent, les regards seront différents, même les plans seront différents. La même histoire, mais sous une vision différente. Neil Druckmann a fait partie de la production, mais c'est surtout Greg Mazin qui est derrière la création de la série. Et ça m'enchante au plus haut point. Greg Mazin, c'est le co-créateur de la mini-série Tchernobyl, qui est incroyable. Regardez Tchernobyl. C'est con à dire, mais aussi, la série peut s'amuser à corriger des détails ou des défauts du jeu. Même changer des séquences iconiques du jeu pour les iconiser d'une autre façon. Encore une fois, ce qui peut marcher dans The Last of Us ne peut pas forcément marcher dans une série. Donc, des changements seront nécessaires pour apporter une nouvelle dimension dramatique. Et maintenant que la première saison est terminée, est-ce que la série a réussi son pari ?
Et vous, Dr Neumann, vous êtes également épidémiologiste. J'imagine que la perspective d'une pandémie virale doit vous empêcher de dormir. Non. Non? Non. Bien, c'est la fin de notre émission. Le début de la série démarre différemment par rapport au jeu. Et je ne sais pas ce que ça veut dire. Le discours du scientifique, la mise en scène, les regards des spectateurs, c'était glaçant. Mais pourquoi commencer l'histoire ici? Car après le somptueux générique, on retrouve des têtes connues. Sarah qui semble adorable, Joel et Tommy qui semblent à la fois complices mais éloignés. Je retrouve ce que j'ai aimé dans le jeu, sous un autre angle. Mais pourquoi commencer par cette intro? C'est en suivant Sarah pendant cette journée que je commence à comprendre. Je vois la finalité, et je comprends encore plus pourquoi la série est à la fois fidèle et originale. Je comprends encore plus pourquoi ce road trip entre Joel et Ellie prend encore plus de sens. Mais d'abord, abordons la série dans sa globalité. C'est pas une technique de rapace pour que les gens aient jusqu'au bout? Ah ouais, t'es un bâtard en fait. Bah ouais, je suis youtubeur ciné. Ah ça, je plaisante. Ce qui marque avec la série, c'est que le public évolue avec elle. L'audience aurait augmenté de 75% entre le premier épisode et le final, ce qui arrive presque jamais. Comment ça se fait? Je préfère prévenir que je ne peux pas aborder entièrement la série. J'ai dû faire des choix, et je vous invite grandement à partager votre opinion dans les commentaires, car je pense que la série va nettement plus loin que ce débat autour de la fidélité. Bien sûr qu'il y a des moments où on va dire « Oh putain, c'est comme dans le jeu !» Parfois pour le meilleur, ou pour le pire. Mais même en connaissant par cœur le jeu et l'histoire, j'ai été emporté, et je n'avais pas envie d'être spoilé. À chaque épisode, j'avais cette impression d'une nouvelle découverte, et ça m'a tenu en haleine pendant ces 9 épisodes. Parce que la série ne veut pas bêtement reproduire de manière ultra linéaire toute la narration du jeu. Elle veut avant tout créer une histoire, sous forme de série, qui puisse être cohérente pour tout le monde. Déjà, comment retranscrire de manière formelle la série? Dans le jeu, on est perpétuellement derrière le personnage, et la caméra change de point de vue au cours des cinématiques. Mais jamais on va se balancer d'un point de vue à un autre. On est avec un personnage pendant un chapitre entier. Avec cette caméra à l'épaule qui rappelle furieusement Tchernobyl, on se sent au plus proche de l'action et des personnages. Un effet caméra documentaire qui amplifie le degré de réalisme. Pendant les phases de marche ou d'exploration, le joueur pouvait contrôler la caméra pour admirer les décors. Ici, la caméra arrive à s'éloigner dans de magnifiques panoramas pour montrer la solitude et le vide qui s'est emparé de ce monde, comme dans l'épisode 6. La lumière sublime est dirigée habilement pour apporter du sens en plus dans certains passages, comme celui-ci dans l'épisode 2. On sent que la lumière dirigée vers Ellie montre qu'elle est le symbole d'espoir à atteindre. Tess et Joel, eux, sont dans l'ombre et se dirigent vers la lumière pour justement avancer dans leur vie. La mise en scène est une réussite, à la fois dans ses phases d'exploration et de contemplation, mais également dans ses phases de tension. Oui, bien sûr, je connaissais déjà le destin des personnages, mais elle arrive parfaitement à gérer cette tension justement. Avec les claqueurs, David ou le groupe de Kathleen, et même Joel, la mise en scène nous prend aux tripes, en magnifiant la violence qui s'est emparée de ces personnages. On est surpris par les nouveautés apportées, et on est encore plus scotché en revoyant des scènes qui nous ont mis mal à l'aise. Pour les claqueurs, je comprends que les gens soient déçus de ne pas les voir beaucoup, parce que déjà, ils sont trop bien faits, et qu'ils imposent leur arrivée dès les instants où on les entend. Mais ce n'est pas le sujet central. Comme avec les introductions de l'épisode 1 et 2, la série veut raconter autre chose. Au-delà de leur vraie signification, elles apportent de la viscéralité et une puissance psychologique chère au jeu, mais surtout chère à la série Tchernobyl. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus. Après, même si j'aime la réalisation, elle aurait pu aller un peu plus loin et s'affranchir plus du côté caméra à l'épaule, avec plus de mouvement, plus de contemplation ou de silence pour avoir un côté plus esthétique et effrayant, comme ici dans l'épisode 7. Ce mouvement très lent possède une force esthétique, un malaise ambiant. Et je pense qu'on aurait pu en mettre un peu plus, y compris au niveau du montage, où il aurait pu plus respirer, laisser des plans durer plus longtemps, car il est parfois un peu trop nerveux. Et juste un petit point par rapport à la musique, elle est toujours aussi belle. Ça fait tellement du bien de pouvoir la réentendre. Et apparemment, par rapport au jeu, il y aurait quelques sonorités différentes. Je vous invite à voir la vidéo de Florent Garcia pour voir ça. Par contre, juste mettre du Max Richter pour l'épisode 3, c'est de la triche. C'est totalement de la triche. C'est pas correct. Malgré ces légères différences musicales, on retrouve cette fidélité qui peut faire défaut. Parfois, elle est trop scolaire. C'est à se demander si les créateurs ne veulent pas entacher l'œuvre de base, ou s'ils ont peur de trop la réinterpréter. Ou peut-être juste qu'ils ont adoré comment c'est filmé et que c'est entièrement assumé.
car il ne voit pas comment ses plans peuvent être tournés autrement. La réalisation fonctionne parfaitement, il n'y a aucun souci, mais je me dis qu'on aurait pu aller un petit peu plus loin, pour plus affirmer son détachement. Parce qu'en soi, dans la narration, il y a plus de propositions, et elle fonctionne parfaitement. Alors? C'est à la hauteur de tes espérances? Bon, je suis un peu mitigée, mais faut bien reconnaître que c'est joli. Le premier jeu The Last of Us se boucle en une vingtaine d'heures. Il repose sur des mécaniques de jeu linéaires et répétitives pour accrocher le spectateur et mieux l'immerger dans son histoire. Ce n'est pas un défaut, c'est une façon de faire qui est reliée à son médium. Pour une série télévisée, avec un format de 9 épisodes de 50 minutes en moyenne, ce n'est pas la même façon de faire. La fidélité entraîne malgré tout des choix, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, et la cohérence narrative. Les changements sont subtils, mais judicieux, et surtout émouvants. Je vois ça avec 3 exemples. Le premier, c'est la femme de Tommy. Dans l'épisode 6, on apprend qu'elle est enceinte, une nouveauté comparée au jeu. Cela révèle les anciens démons de Joël qui n'arrivent toujours pas à accepter la mort de sa fille. Tommy montre à travers cela que la vie peut continuer, et qu'elle peut même exister dans ce monde chaotique. Une nouvelle émotion qui apporte une nouvelle profondeur dans leurs relations et leurs interactions. Le deuxième qui me vient à l'esprit, c'est le sniper de l'épisode 5. Ça n'était pas envisageable d'adapter la même tension qu'offrait le jeu dans cette séquence quand il s'agit d'éviter les balles. Il y aurait eu beaucoup d'esquives et de tirs, encore et encore. Ce n'était tout simplement pas... Ce n'est pas la série. Mais s'il y avait de la tristesse dans tout cela, et si le personnage était nul, et si le sniper était vraiment mauvais et que tout ce que Joël avait à faire était de se déplacer et d'entrer là-dedans, ce ne sont pas des soldats entraînés, ce sont des gens. Et ce type a vu beaucoup de choses parce que, disons qu'il a, 80 ans ? Cela veut dire que pendant 60 ans de sa vie, il vivait dans un monde parfaitement normal et que les 20 dernières années sont devenues merdiques. Et la tristesse est là, Dieu seul sait tout le chagrin qu'il porte. Lorsque vous jouez à une section du jeu, vous tuez des gens, et lorsque vous mourrez, vous êtes renvoyé au point de contrôle. Tous ces gens sont de retour, en se déplaçant de la même manière. Voir une personne mourir, je pense, devrait être bien différent que de voir des pixels mourir. Le dernier, sans doute ce que j'ai préféré dans la série, c'est la relation entre Henry et Sam. La série a été vendue pour apporter de nouveaux points de vue et combler quelques trous dans l'histoire de l'original. On comprend ce que faisait Joël dans la ZQ avec Tess, on en apprend davantage sur les Lucioles et sur le groupe de David, on humanise un groupe armé avec Kathleen et sa vengeance, on nous fait pleurer comme des merdes avec le putain d'épisode 3 qui est incroyable. Mais oui putain, mais bien sûr, enfin. Et on densifie la relation entre Sam et Henry, en leur donnant un passé approfondi, mais surtout un changement majeur. Sam est sourd et muet. Cette idée est géniale. Déjà, l'acteur joue extrêmement bien, et ça entraîne ensuite 2 choses. 1. Plus d'inclusivité, car on voit rarement des acteurs sourds et muets dans des rôles majeurs, et c'est cool de voir ce genre d'initiative. Mais surtout, on apporte du silence, une émotion qui accroche plus de spectateurs. On joue avec les regards, les gestes, tout ne passe pas par les dialogues. On devient actif, car on laisse le spectateur s'immerger dans le récit par l'image et l'interprétation, pas par la voix, et ça fonctionne tellement. Là où j'ai aussi aimé ce traitement différent, c'est par rapport à leur mort. Sam se fait infecter et Henry le tue avec son pistolet. Le Henry du jeu est envahi par la rage et la haine, accusant Joël de cette issue malheureuse et rongé par la violence qui a gangréné ce monde. Le jeu vidéo valorise ici des sentiments de colère, de culpabilité, qui sont présents dans les 2 jeux. Alors que dans la série, Henry ne réalise pas. Il est pris par le chagrin, paralysé par la peur et la tristesse. Une direction différente qui surprend par sa puissance émotionnelle. Sa mort juste après devient encore plus tragique. J'ai pas pleuré. J'ai vraiment pas pleuré. Il y a beaucoup d'ajouts subtils comme ça qui permettent d'apporter une émotion et une direction différentes. Et ça fait du bien de redécouvrir des séquences cultes sous un autre angle. Cela montre qu'en changeant un seul petit élément, le spectateur peut le ressentir d'une manière totalement nouvelle. Après cette fidélité, elle a parfois ses failles. J'ai quand même ce sentiment qu'on nous a un peu survendu la série, dans le sens où je n'ai pas assez ressenti la pluralité des points de vue. Ça entraîne une narration plutôt linéaire qui peut accuser d'un rythme plutôt lent, et d'une fidélité un peu trop présente. Parce que quand on voit l'épisode 6 ou 8 par exemple, ils arrivent parfaitement à se sortir de cette linéarité, pour apporter plusieurs fils narratifs. On est encore plus captivé. Cet épisode 8, qui est déjà génial, montre encore une fois que la série, contrairement au jeu, se concentre nettement plus sur les humains que sur les infectés. J'ai trouvé d'ailleurs pas mal de similitudes avec le deuxième jeu, par rapport à ce cycle éternel de la vengeance et sur le rapport humain. Pour revenir sur les claqueurs, ils sont importants dans l'histoire, car ils éveillent une tension nouvelle. L'épisode 5 montre parfaitement ça, en montrant qu'à n'importe quel moment, les claqueurs peuvent tout détruire.
Mais les idées autour d'eux ne sont pas exploitées à fond, comme ce fameux baiser de la mort qui est aussi dégueulasse que génial. Sans doute la plus grosse différence avec le jeu, qui montre que tous les infectés fonctionnent par connexion, et qu'ils se connectent aux gens plus qu'ils n'infectent. Le rendu est absolument terrifiant, et j'avoue que ça m'a mis bien mal. Pour terminer sur la narration, la fidélité peut être à double tranchant, notamment sur les dialogues. Certaines discussions entre Joel et Ellie sont parfois retranscrites au mot près, et j'avoue que j'ai ressenti un côté un peu artificiel à l'ensemble. Vu que je connaissais les dialogues, je savais très bien à quoi m'attendre, donc je n'ai pas été très surpris, et j'ai même ressenti un côté un peu forcé. C'est dommage parce que tous les acteurs sont géniaux, et ils apportent une interprétation différente, et parce que ces séquences fonctionnent quand même. Je pense qu'ils auraient pu aller un peu plus loin en changeant quand même quelques mots pour rendre ça plus naturel. Je sais pas, peut-être que je suis trop exigeant sur le coup. Vous trouverez sans doute que je suis mi-figue, mi-raisin par rapport à la série, mais j'ai adoré. Par contre, ça m'a fait poser pas mal de questions. On n'est pas obligé de faire ça. Tu le sais, pas vrai? Après tout ce qu'on a vécu. Après tout ce que j'ai fait. Je vais pas gâcher ça. Neil Druckmann a expliqué que sa fille a été une énorme source d'inspiration pour le jeu, tout comme La Route ou Les Fils de l'Homme pour citer des œuvres. Mais qu'en est-il de la série? L'adaptation est née en 2014 mais n'a jamais réussi à aboutir. La rencontre avec Greg Mazin va accélérer le processus, transformer le projet de film en série et trouver le fil rouge du projet, une fidélité améliorée. On respecte le produit original tout en essayant d'améliorer certains passages et de rendre accessible la série. Vous savez quand est-ce que la pré-production a commencé? En mars 2020. La pandémie que nous avons vécue a offert toute une substance et un contexte supplémentaire à cette série, qui au final arrive au meilleur des moments. Tout cela permet d'aborder l'histoire sous un autre angle et de faire une réelle distinction entre le jeu et la série. Le jeu vidéo offre un choix, l'illusion du choix, alors que dans une série, on nous montre une situation. Quand on incarne Joel dans le jeu, on voit le monde à travers ses yeux, avec un certain détachement. On dessine des dizaines de claqueurs et d'ennemis, car le jeu nous accompe de le faire pour notre survie, et pour notre objectif, sauver le monde. The Last of Us 2 va d'ailleurs jouer dessus, pour nous montrer que l'illusion du choix dans les jeux vidéo nous interroge sur notre postulat de joueur. À tel point que je ne veux plus jamais jouer aux deux. Plus jamais. Mais vraiment plus jamais. À ce point, mais oui, j'ai posé la manette pendant 30 minutes en mode je ne veux pas faire ça. Wow. En fait, le jeu nous offre le monde à travers les yeux de Joel et d'Ellie, par notre position de joueur. Vu qu'avec une série on devient passif, pour nous rendre actifs, la série montre ainsi une situation dans son ensemble, le monde dans sa globalité. Voilà pourquoi la série commence par cette introduction si maligne. On suit des personnages qui naviguent autour de ce contexte, et ça change notre perception et notre immersion. Il y a un peu ce processus avec les Fils de l'Homme. On commence par montrer une situation avec le journal télévisé, puis on se concentre sur un personnage qui va voir ce monde parti en vrille, puis on va le suivre dans une quête de protection pour sauver le monde. Un processus entonnoir qui apporte une immersion nouvelle. Je suis tombé sur ce thread sur Twitter, je vous invite à le lire, car je le trouve très pertinent. Mais pour vous la faire courte, comme je l'ai dit, sortir The Last of Us en 2023 et la contextualiser à notre époque est la meilleure idée possible. Avec la pandémie, le contexte fragile dans lequel on vit, l'œuvre nous parle de solitude, d'enfermement, peur de la perte et de tous ces sentiments qui nous assaillent. La série montre ce que ça fait, de redécouvrir un quotidien normal, de retrouver des relations normales et de tout ce que ça implique. Ça nous prend aux tripes, parce que inconsciemment, ça nous parle plus. Ainsi, en étant joueur ou non initié, on se projette plus facilement, car on parle surtout du monde. Comme quoi, même un jeu vidéo ultra scénarisé peut être adapté intelligemment, tout en étant fidèle, en changeant juste un détail. Après, je vais faire un peu mon rabat-joie parce que je trouve que certaines réactions sont disproportionnées. J'adore The Last of Us, mais il est vrai que la fidélité peut en rebuter plus d'un. Et puis on peut pas dire dès sa première saison que c'est la meilleure série du monde. Parce que déjà c'est Mr. Robot. Malgré tout ce que je peux dire pour l'encenser, la série souffrira toujours de la comparaison avec les jeux, vu qu'elle est très fidèle. Si on avait plus appuyé les séquences des introductions, elle aurait gagné encore plus en identité et de viscéralité. Si on avait encore plus adopté différents points de vue, la série aurait eu une énorme plus-value. Mais ce fameux sentiment de « oui, c'est comme dans le jeu » sera toujours présent, et trop souvent présent. Et quand je vois les nombreux articles qui relatent toutes les références, inspirations et copies entre la série et le jeu, je me dis que c'est dommage de mettre ça autant en avant. Ok d'accord, je râle un peu, c'est juste que j'essaie d'avoir un peu de recul. Par contre, ceux qui ont critiqué l'épisode 3 et 7, pour des raisons pas très légitimes. On vous voit, les gros cons, c'est ciao. J'adore la série The Last of Us.
Elle a parfaitement compris le support d'origine et a su nous impliquer naturellement. Oui, elle aurait mérité de gagner plus en identité et de prendre plus de risques, d'appuyer plus ses choix de mise en scène et de narration pour s'affirmer davantage. Elle n'est pas parfaite, mais elle reste une très bonne adaptation, qui conviendra à tout le monde. Les non-initiés seront emportés par la relation de Joel et Ellie. Les joueurs seront embarqués par les nouveautés, et par la présence de Troy Baker et Ashley Johnson dans le casting, qui jouaient les deux héros dans le jeu vidéo. On peut dire qu'on ne peut pas aimer la série par rapport à ses choix, mais on ne peut pas dire que c'est mauvais, parce que ce n'est pas vrai. Tous ces choix ont du sens, rien n'est dû au hasard. Et pour finir, il faut qu'on réponde à ce qu'il y a autour de la question. Pourquoi avoir adapté The Last of Us ? Pourquoi ne pas avoir laissé le jeu être qu'un jeu en lui-même ? J'ai cette impression que le fait d'adapter une œuvre en série ou au cinéma, c'est une consécration pour celle-ci. Comme si elle avait besoin d'une adaptation audiovisuelle pour être reconnue comme étant un vrai chef-d'œuvre. C'est dommage de voir qu'une œuvre ne peut pas se suffire en elle-même. Mais pour The Last of Us, je vais juste reprendre les mots de son créateur. Parce que je pense que cette histoire est assez bonne pour être diffusée aux personnes qui ne prendront jamais de manette. Et nous devons leur raconter cette histoire. Alors, si des millions de téléspectateurs ont réussi par être touchés, meurtris et émus par l'histoire de Joel et Ellie, deux des plus grandes figures du jeu vidéo de ces dernières années, alors la série a réussi son pari et mérite au final ses éloges. Alors n'oubliez pas, aimez les œuvres que vous aimez.